Il a 65 ans, il est député européen. C'est sa seconde candidature à l'élection présidentielle. Son credo, la France insoumise. Son slogan, la force du peuple. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, soyez le bienvenu. Pour commencer ces entretiens, nous avons demandé à chaque candidat d'apporter un objet qu'il garderait dans son bureau présidentiel s'il était élu, un objet emblématique de ce qu'il est ou de son projet. Jean-Luc Mélenchon, quel est votre objet? Alors, c'était pas le plus simple à trouver. C'est celui-ci, un réveil. Il est là pour me dire du matin au soir, il est temps. Il est temps parce que le changement climatique est commencé. Il faut changer notre manière de produire, de consommer, d'échanger. Il est temps de consommer, pardon. Il est temps de sortir du nucléaire parce que c'est dangereux. Il est temps de répartir la richesse justement pour que l'on puisse vivre de son travail, de sa retraite ou dans ses études dignement. Il est temps de sortir de la monarchie présidentielle. Il est temps d'une France indépendante qui soit le champion mondial de la paix. Donc ce réveil, oui. Ce réveil, il sera sur votre table présidentielle? Eh bien maintenant oui, puisque je vous l'ai dit, donc je veux le faire. Et je me dirais, tâche de te rendre utile, profite du temps qui passe, tâche de te rendre utile et tu seras heureux. Et j'ai le même message à apporter à nos compatriotes. Tâchons de nous rendre utiles à l'humanité et nous vivrons heureux. Alors, deux précisions sur votre programme économique. D'abord, Jean-Luc Mélenchon. Et d'abord, vous voulez établir un droit opposable à l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout chômeur pourra en dernier ressort se retourner contre l'État et que l'État sera tenu de lui fournir un emploi? Alors, ce n'est pas la seule mesure, c'est celle que vous avez choisie dans le programme, mais elle est intéressante et je vais vous en parler. La Constitution dit que chacun a le droit à un travail et le devoir de travailler. C'est dans la Constitution. Alors que valent les principes qui n'ont aucune conclusion concrète? Et j'ai donc imaginé que l'on prendrait une loi qui existe, dont on modifierait peut-être les conditions d'application, s'il le faut, déjà au vu de l'expérience. On appelle cette loi ATD Carmonde, car c'est eux qui en ont eu l'idée. Et c'est un député, je crois, du PS, M. Grand-Guillaume, qui l'a porté. Elle a été adoptée à l'unanimité. Ça signifie que toute personne qui est un chômeur de longue durée représente un coût, de toute façon, des allocations, des aménagements ici ou là de prestations. Bref, plutôt que l'argent vienne de cette façon, on le concentre pour en faire un salaire et on le complète et on installe cette personne dans un contrat coopératif. Pour ma part, je pense qu'il faut le mettre à 5 ans, pendant lesquels cette personne, si elle le souhaite, évidemment, il ne s'agit pas de faire du travail forcé, peut prendre un travail qui est proposé par une coopérative. Donc l'État, vous précisez dans votre programme... L'État finance la coopérative qui elle-même finance pour la part du salaire qui reste à pourvoir. L'État est tenu d'offrir du travail à quelqu'un chômeur de plus d'1 an. Voilà. Alors, Sinon, on attaque l'État, qu'est-ce qui se passe? Oui, sinon c'est pas la peine d'écrire dans la Constitution des choses qu'on n'applique pas. Donc moi, je vais les appliquer. Et j'étais là, à Juratry, c'est avant-hier, où l'on voyait comment, pour vous donner un exemple des innombrables choses qu'il y a à faire dans ce pays, ils ont organisé un ramassage des déchets, vous savez, les réveils comme celui-ci, bon, et on trie, c'est une mine urbaine. Bon, eh bien, qui est là? Des gens qui prennent soin de ceux qui viennent travailler, car souvent ce sont des blessés de la vie. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que je veux vous montrer que ça existe déjà, des emplois aidés de cette manière, d'utilité générale. Et j'ajoute que il faut que tout le monde y ait son compte. Et pas seulement ceux qui ont fait les grandes études ou ceux qui ont des diplômes, tant mieux, on est très contents. Eux aussi doivent avoir du travail. Mais aussi les braves gens qui veulent juste vivre de leur vie avec un salaire qui permet d'avoir une vie digne. Et moi, c'est à eux que je pense. Voyez-vous, 2000 morts dans la rue, dans la 5e puissance du monde, c'est pas admissible. Alors, 9 millions de pauvres, c'est pas supportable. Autre mesure, vous voulez taxer les très hauts salaires à 90% d'impôt sur le revenu. Qui vous a parlé de salaire? Les revenus. Oui, c'est ça. Les revenus en général. En gros, à partir de 30 ou 35 000 euros par mois, l'État prend quasiment tout. Est-ce que ça concerne tout le monde, y compris les créateurs, les artistes, les footballeurs, les sportifs? Je m'attendais aux footballeurs, mais ce n'est pas le cas le plus courant. Ce qui est le plus important à faire comprendre, c'est que oui, je suis porteur d'une philosophie de la vie dans laquelle accumuler sans limite n'est pas regardé d'un bon œil. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit « soyez milliardaire ». Naturellement, personne n'y arrive, sauf un très petit nombre de gens, mais au motif que tout le monde pourrait l'être, on désorganise tout. Donc oui, en effet, à partir d'un certain niveau, comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique un temps, on taxe à 90%, parce qu'à 100%, ça serait confiscatoire, et ce n'est pas possible. C'est l'idée d'un salaire maximum. Alors voilà. Alors il y a deux aspects. Il y a le revenu maximum, puisque de toute façon, en haut de la fourchette de l'impôt, vous savez que je crée 14 tranches d'impôt
pour lisser l'effort, pour que la classe moyenne cesse de tout porter sur son dos, puisque certains ne veulent pas payer alors qu'ils ont beaucoup. Donc, je lisse, et la dernière tranche, en effet, on prend le 90%, ce qui leur laisse 34 000 euros par mois, ça va. Est-ce que vous ne craignez pas, Jean-Luc Mélenchon, dans un monde ouvert, que les créateurs, notamment... Non, je ne le crains pas. Décident de s'installer ailleurs? Voilà, je ne le crains pas. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup d'entre eux sont des patriotes et aiment leur patrie. Et ne partent pas simplement à la raison de leur portefeuille. La deuxième raison, c'est que ça concerne très peu de monde. Vous savez, plus de 34 000 euros. Et qui plus est, moi, mon but n'est pas de confisquer. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que chacun contribue à proportion de ses moyens. Par conséquent, je suis tout à fait disposé à ce qu'on examine un statut fiscal particulier pour les gens dont les revenus connaissent de très fortes variations d'une année sur l'autre. Les footballeurs, par exemple, qui jouent pendant 10 ans et puis... voilà, à partir d'un certain âge, je ne sais plus lequel d'ailleurs, pouf, ils ne peuvent plus jouer au football au même niveau. Bon, on peut parfaitement imaginer que pendant une série d'années, ils ont un impôt qui est proportionnel, mais qui tient compte du fait qu'une partie est mise en réserve pour qu'on puisse évaluer la somme à la fin. Tout ça, c'est de la technique. Ce qui compte, c'est de dire tout le monde participe à proportion de ses moyens. Et on cesse avec la situation actuelle. Quant à ceux qui se sauveraient, ils peuvent aller où ils veulent. Je les encourage à voyager dans le monde tant qu'ils veulent. Pas en avion parce que c'est polluant. Mais ils peuvent faire comme ils veulent. De toute façon, l'impôt sera universel. Il suffit d'être français et dès lors, on paiera son impôt où que l'on soit à la France. Pour la part qui reste à payer, car naturellement, on paye les impôts dans le pays où on est, n'est-ce pas ? Jean-Luc Mélenchon, vous disposez, comme à chacun des autres candidats, d'une carte blanche, une carte maîtresse, c'est-à-dire une mesure que vous avez portée durant cette campagne et sur laquelle vous avez envie de revenir aujourd'hui à 3 jours du vote. Merci, oui, parce que c'est très difficile de savoir laquelle quand vous en avez 357 dans votre livret. Mais j'ai pensé que la plus importante et qui résumerait peut-être le mieux cette idée de la force du peuple, c'est qu'il est temps d'abolir la monarchie présidentielle et de mettre fin au règne de la caste, qui est là, à cheval entre les affaires privées et les affaires de l'État, qui commande à tout, qui le plus souvent est absolument impuni, quoi qu'elle fasse, et qui dirige les affaires générales en fonction de son intérêt. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on convoque une assemblée constituante où le peuple redéfinira la règle du jeu politique du pays, ce qui est permis, ce qui est interdit, et ce qu'il faut faire et quels sont les droits que chacun se reconnaît mutuellement. Ça sera un moment de refondation du peuple français. À quel moment, juste après votre élection ? Alors oui, mais de toute façon, il n'y a pas le feu. Donc on commence par convoquer la constituante, ils prennent le temps qu'il faut pour travailler sur le sujet. Ce seront des gens qui n'auront été élus nulle part avant pour qu'ils ne soient pas pris dans les routines. Et pendant ce temps... Est-ce qu'ils seront tirés au sort ? Alors moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une partie qui soit tirée au sort, bien sûr. C'est-à-dire que notre nouvelle constitution sera établie par des gens qui sont tirés au sort ? Alors non. Vous avez bien compris que les uns sont élus et les autres tirés au sort. La proportion reste à fixer. Mais l'idée du tirage au sort, c'est pour que cette constituante ne soit pas entièrement le résultat du vote normal de gens qui vont avoir à opiner, à choisir entre régime présidentiel, régime parlementaire, mais qui est aussi le tout venant des Français. Vous savez, les jurys d'assises, c'est quand même ceux qui prennent les décisions les plus graves. La perpétuité, autrefois, c'était même la peine de mort. Peut-être plus simple quand même, et encadré par des magistrats, que d'écrire de proposer une nouvelle constitution. Oui, mais les gens ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. Sans doute faudra-t-il qu'il y ait une proposition au départ, pourquoi pas. Le président ou le gouvernement en fera une, et puis ensuite ils travailleront. Mais pendant qu'ils font ça, naturellement, le pays est gouverné. Il est gouverné dans le cadre de la Ve République et avec les moyens de la Ve République. Et faites-moi confiance pour en exercer tous les pouvoirs. Mais alors, dans cette nouvelle constitution, vous préconisez la mise en place d'un référendum révocatoire, c'est-à-dire qu'1 million, peut-être 1,5 million, 2 millions de personnes pourraient signer et qu'un référendum se tiendrait pour ou contre le chef de l'État. Tout le monde, même le conseiller général du coin, le maire, voilà. À tous les niveaux, mais y compris à celui du chef de l'État. Oui. Est-ce que dans l'état politique du pays, on voit que c'est très clivé, où on voit que c'est très opposé, que c'est très tendu, ça ne rend pas la France ingouvernable? Non. Parce que d'abord, faut pas croire que les Français sont une bande d'agités qui à tout moment veulent intervenir et tout chambouler. Ils veulent à la fois la stabilité des institutions, et moi j'en suis d'accord, je ne suis pas un homme de pagaille, et deuxièmement, ils veulent pouvoir intervenir de manière décisive. Imaginez par exemple, M. Pujadas, que la Constituante vienne à décider qu'elle choisit le statut d'un président pour 7 ans non renouvelable. Elle peut le décider. Eh bien, vous aurez en cours de parcours la possibilité de lui dire « Ah ben non, ça ne sera pas 7 ans, ça sera que 4 ans ou ça sera que 5 ans. » Et voyez l'état de l'opinion sur le précédent quinquennat ou celui d'avant. Mais M. Pujadas... Il y a une opposition. Oui, mais les institutions sont faites pour organiser pacifiquement la vie d'un peuple agité comme le nôtre. Bon, et passionné. Eh ben voilà. Alors si vous avez des raisons... que ça soit ingouvernable. Jamais de la vie.
Pourquoi serait-il ingouvernable? J'ai vu, il y a 2 États américains qui font ça, il y a 2 ou 3 États latino-américains, c'est pas la pagaille permanente, c'est l'inverse. Mais les gens ont le pouvoir, vous comprenez? Ça change la mentalité de tout le monde. De savoir que les gens peuvent se mettre au travail pour collecter le nombre de signatures qui permet d'organiser un référendum révocatoire. Mais enfin, les amis, ça s'appelle la démocratie. Faut pas avoir peur du peuple. Mais la philosophie de votre 6e République, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même de décentraliser, d'un pouvoir plus horizontal. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le moment d'avoir ça, quand on voit que dans le monde, il y a Donald Trump, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan? Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut prendre le risque d'un pouvoir qui ne soit pas fort? Mais le pouvoir sera fort du moment que le peuple y consent. Aucun pouvoir n'est fort si personne n'en veut. Vous pouvez imaginer un président de la République qui a les pouvoirs monarchiques qu'a celui-ci aujourd'hui, et vous voyez bien que ça ne lui réussit pas. Vous ne pouvez pas appeler un pouvoir fort ce qui existe en ce moment. On n'est fort que du soutien populaire et de son appui. Et lorsqu'on ne l'a plus, eh ben on s'en va. Le général de Gaulle a fait ça. Le jour où il a proposé un référendum, les gens ont dit non, il est parti. C'est les autres depuis qui s'accrochent, quel que soit le vote. Mais justement, ça semble étonnant, vous qui citez souvent le général de Gaulle, l'esprit, si, vous le soutenez pas mal dans vos discours, l'esprit de la Ve République, cette rencontre d'un homme et d'un peuple, c'est tellement vous. Alors pourquoi vous voulez tellement changer? Mais parce que, vous êtes bien aimable de dire que c'est tout à fait moi, mais moi je ne me représente pas les choses comme ça. Je pense que la force vient de l'intelligence collective. Bien sûr, chacun doit assurer le rôle qui lui est confié, le mandat. Mais il faut rester sous le contrôle et un rapport. Un chef d'État, un maire, un conseiller général qui ne parlerait avec personne, qui n'essaye de convaincre personne, ce n'est pas un élu du peuple, c'est autre chose. Nous ne sommes pas dans un régime aristocratique, nous sommes dans un régime démocratique. Faites confiance à l'intelligence des gens. Faites confiance à l'intelligence collective et vous verrez, ça marchera parce que notre peuple est cultivé, notre peuple est éduqué. Et puis je vais vous dire une chose, une constituante, la première fonction que ça remplit, c'est de refonder le peuple français. Parce que les gens vont discuter, comme en ce moment pour les présidentielles, ça discute dans toutes les familles. Eh bien imaginez-vous une constituante, les gens discuteront, que préfères-tu ceci, J'ai entendu dire qu'ils veulent reconnaître des droits à la nature. L'autre dira, mais ça va pas, pourquoi, quelle drôle d'idée, et ainsi de suite. Ou aux animaux, monsieur Mélenchon, où allez-vous? Et ainsi de suite. Et cette passion collective reformatera le peuple français, qui a tellement changé depuis le début de la Ve République. C'est plus un peuple rural, c'est un peuple métissé, c'est un peuple qui va et qui vient. Allez, c'est le moment de refonder la France ensemble, et comme ça, elle sera à nous tous. Alors, 2 questions de politique étrangère. On vous caricature parfois par rapport à la Russie. Mais quand vous dites que vous voulez sortir de l'OTAN, que vous vous défiez de l'OTAN, que vous ne voulez pas d'une Europe de la défense parce que ce serait la guerre, dites-vous, ou qu'on pourrait renégocier les frontières en Europe, est-ce que ça ne vous place pas, de fait, du côté de la Russie? Moi, ma position, je préfère la préciser tout de suite, je ne connais ni maître ni ennemi pour la France. Donc ni les Russes, ni les Américains, ni les Chinois ne seront jamais nos maîtres, en tout cas si c'est moi qui m'en occupe. Et ce ne sont pas non plus des ennemis, parce que la France a toujours reconnu des nations et non pas des régimes ou des personnes. Donc voilà. Dans les objections qu'on me présente, souvent elles ne sont pas sérieuses. Il faudrait... Alors, je parle de ces 3 projets, parce que on a l'impression quand même que vous changez la France de position. Traditionnellement, nos alliés... c'est les États-Unis, c'est l'Occident, et que vous la recentrez, que vous la ramenez un peu vers la Russie. Vous avez raison. Moi, je suis pour une France indépendante qui soit champion du monde de la paix. Donc très, très orientée vers le système ONU. Parce que c'est la seule organisation dans laquelle toutes les nations sont représentées et peuvent prendre part. Je ne suis donc hostile aux G8, les G20 et tous ces petits clubs de riches qui font la loi dans le monde. Il vaut mieux aller à l'ONU, discuter, avancer. Beaucoup de choses avancent grâce à l'ONU. Et aujourd'hui, l'ONU est menacée par la politique des États-Unis d'Amérique, qui retirent leur crédit ici, retirent leur crédit là, et par conséquent affaiblit l'institution universelle. Elle est menacée par les divisions du monde, comme au temps de la guerre froide, quand l'un met son droit de veto, ça paralyse tout. Oui, mais il y a quand même du bon à se parler, et c'est mieux que de jouer des muscles, d'amener des canonnières tous les 5 minutes. Mais sur le fond, Jean-Luc, pour l'OTAN, venons sur l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire qui a été créée à l'époque où il y avait la guerre froide et où la France avait déjà une position singulière, vous voudrez bien vous en souvenir, puisque la défense, la dissuasion nucléaire est une dissuasion affirmée par le général de Gaulle comme une dissuasion tous azimuts. Et alors on lui disait, comment tous azimuts, monsieur le général, vous mettez sur le même plan les Russes et les Américains? Le général disait,
je ne m'occupe que d'une chose, de l'indépendance de la France. Et ben moi, pareil, je suis dans la tradition, là je l'admets, gaulo-mitterrandienne. Je crois à l'indépendance de la France par-dessus tout. L'OTAN. François Mitterrand, c'était aussi les SS-20 face mais face aux je n'ai SS-20. pas changé d'avis. Alors je veux vous reprendre sur un point. Je n'ai jamais proposé une conférence pour rediscuter les frontières de l'Europe. Mais vous laissez l'idée ouverte. Non, mais écoutez, les frontières ont été remises en cause. La Russie est bien maintenant, a bien la Crimée dans ses rangs. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la frontière change sans qu'on ait rien à dire ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. La première solution, c'est de dire on l'admet pas, on met des troupes, on met des armées, et à la fin, ça va finir par prendre feu. Et moi, je suis contre ça. Voilà pourquoi je ne veux pas de l'OTAN. Je me permets de vous dire que les 10 jours qui viennent de passer m'ont donné singulièrement raison. Monsieur Trump a décidé un bombardement sans rien demander à personne. À personne, tout seul, même pas à son propre congrès. Vous voyez bien dans quoi on est entraîné par cet homme, si on se laisse aller. Donc, cette conférence... Madame, la conférence s'appelle OSCE, l'organisme existe. Et on discutera des frontières qui ont été modifiées pour commencer. Et si les Russes nous disent, nous nous sentons menacés à cause de votre comportement avec les missiles antimissiles que vous avez installés en Pologne, nous leur dirons, ben vous, retirez les vôtres aussi, qui sont à la frontière. On parlera, depuis Helsinki et les années 70, on ne parle plus de paix, on ne parle plus de désarmement nucléaire. Tout de même, c'est une grande question. D'un mot sur l'Europe, parce que le temps presse, je vous demanderai d'être très court. Vous avez cité le général de Gaulle, vous avez cité François Mitterrand, les deux ont scellé la grande alliance avec l'Allemagne depuis 70 ans, notre choix stratégique. Est-ce que vous serez celui qui assumera de casser ce couple franco-allemand ? Mais jamais de la vie, pourquoi le ferais-je ? Il s'agit d'avoir un dialogue avec l'Allemagne et une négociation. Pour l'instant, les présidents français se contentent d'arriver et de demander où on signe. Tout ça est absurde. 2 présidents français ont trahi la parole du peuple. La première fois, ils avaient voté non, il a signé oui, c'est M. Sarkozy. Et le second a dit, je vais renégocier les traités budgétaires, et il n'a rien renégocié du tout. Donc, on aura... Il y a eu un nein de Mme Merkel. Non. Mme Merkel, personne ne lui a demandé quelque chose. Donc, nous allons avoir une discussion. Les Allemands ne sont ni nos ennemis, ni nos maîtres. Ce sont nos partenaires. Et nous devons expliquer avec eux la difficulté dans laquelle se trouve la deuxième économie du continent. C'est ça la discussion. Et on va leur dire, il y a 4 lignes qu'il faut changer. 1, la Banque centrale ne peut plus s'occuper, européenne, que de la stabilité des prix. Deuxièmement, il faut harmoniser socialement, donc stopper avec l'interdiction. Harmoniser fiscalement, donc M. Juncker est prié de nous rendre notre argent. Ensuite, nous devons avoir... sur les frontières de l'Europe, un protectionnisme solidaire. Et enfin, on ne peut pas accepter comme seule norme les politiques d'austérité. Et si c'est nine, est-ce que vous nous le dites à 3 jours du vote, on sort de l'Union européenne ? Mais vous comptez que je vais vous dire ça sur le plateau ? À qui vous croyez que vous parlez ? Je m'apprête à gouverner ce pays. Et vous croyez que je vais vous dire là pour vous faire plaisir ? Non, je lis votre voilà programme. Comment je vais négocier, et voilà ce que je ferai. Voilà. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a 4 questions qui doivent être modifiées. Nous discuterons. Mais l'idée que la France puisse se laisser dominer et contraindre à quelque chose dont elle ne veut pas n'existera pas avec moi. C'est pourquoi je dis, on la change ou on la quitte. Mais je pense que nos partenaires voudront que nous restions parce qu'il n'y a pas d'Europe sans la France, vous le savez ? Allez, Il nous reste 1 minute et on a 2 questions à vous poser avec des réponses sans doute rapides. Oui, mais parce c'est que c'est des rapide, questions vous verrez. un peu plus personnelles. D'abord sur votre parcours. On a retrouvé cette photo où vous étiez jeune sénateur aux côtés de François Mitterrand. Je n'étais plus si jeune que ça à l'époque et ma cravate est épouvantable. Est-ce que vous avez envisagé un jour, Jean-Luc Mélenchon, de faire autre chose que de la politique ? Ça s'est trouvé que ma vie m'y poussait et que les circonstances m'ont permis de le faire dans une très grande liberté. Car véritablement, j'ai énervé beaucoup de monde, tellement mon esprit est indépendant. Et je crois même que j'ai agacé plus d'une fois le président Mitterrand qui me disait en commençant un entretien, s'il vous plaît, pas votre catéchisme. Dernière question, et ce sera la même. Mais je l'aimais beaucoup et j'essaye de mettre mes pas dans les siens. Quant au bilan que je fais de la politique, eh ben le voici. Voici un bilan et ça vaut mieux que tous les procès sans conclusion. Ce sera la conclusion de cet entretien et ce sera la même question pour tout le monde. La campagne arrive à son terme. Est-ce que vous avez un regret sur cette campagne, quelque chose que vous n'avez pas fait ou quelque chose que vous avez dit que vous regrettez en 15 secondes ? Dans la campagne ? Oui. Non, j'ai plutôt beaucoup d'enthousiasme, de gratitude à l'égard des manifestations d'amitié qui m'ont été données et surtout d'avoir eu des équipes formidables autour de moi. Et vous voyez maintenant, d'heure en heure, des tas de gens se prononcent pour moi. Il y en a même qui disent qu'ils vont voter pour moi au 2e tour, mais encore faut-il que j'y arrive. Ben voilà, le rouge s'allume. Merci Jean-Luc Mélenchon et à tout à l'heure pour votre conclusion.